Bonjour les amis. Aujourd'hui un petit tuto sur la restauration d'un petit bateau. En l'occurrence c'est un dériveur français, Zef 3e génération. Pourquoi ce tuto? Tout simplement quand j'ai commencé il y a plusieurs semaines à restaurer ce petit bateau, je n'y connaissais rien et j'ai cherché des informations sur YouTube et je n'y ai quasiment rien trouvé. Donc en voix off, je vais vous accompagner. On va regarder ensemble cette vidéo. Posez-vous tranquillement, puisqu'elle va être assez longue. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, ça ne va pas forcément vous intéresser si à la base le sujet ne fait pas partie de vos préoccupations actuelles. Par contre, si vous êtes en plein dedans en ce moment, je pense que vous allez avoir certaines réponses à vos interrogations. En tout cas, je l'espère. Allez, c'est parti. Donc là, je commence à faire des repères pour ensuite ne pas les oublier. Repérer les défauts, les petits trous, les rayures profondes. Bien sûr, il faut poncer avec un grain suffisant pour enlever donc la peinture. Puisque tout ce que je vais mettre par-dessus, si la peinture est là, évidemment, il n'y aura pas d'accroche. Voilà, donc ce bateau a été restauré plusieurs fois. Là, ce que je suis en train d'enlever, c'est des anciennes réparations en base de mastic. On voit que la couleur n'est pas la même. Alors les outils que j'utilise, c'est des outils que j'utilise depuis très longtemps, du premier prix, de supermarché. Ça a tenu le coup jusqu'à maintenant, à part la ponceuse qui m'a lâché, vous le verrez. Donc là maintenant on va passer à la résine. Donc la résine c'est un bicomposant, donc à mélanger avec un produit durcisseur. Voilà, donc bien respecter les proportions, prendre son temps, bien lire le mode d'emploi avant. Sachez que tous les pinceaux que vous utiliserez, et je vous conseille vraiment d'utiliser des pinceaux, seront totalement foutus. Ils vont devenir durs comme du verre. Donc faut vraiment prendre du pinceau le plus bas de gamme possible. Je les ai tous utilisés, mais j'en étais rendu à prendre des petits pinceaux pour faire des dessins. J'ai bousillé tous les autres. Disons que j'ai pris des images à certains moments. Je n'ai pas tout filmé évidemment parce que ça aurait été trop long. Ça m'a pris quand même plusieurs semaines. Donc on mélange bien pour que les deux composants soient bien liés. Et puis donc on applique une première couche. Alors avant, il faut quand même bien nettoyer. Je vais le faire un petit peu plus tard avec de l'acétone. On n'applique pas comme ça directement. On ponce. On essuie la poussière, on dégraisse, on met donc la résine, ensuite le tissu de verre. Je crois que c'est un tissu de verre assez fin. Donc, et puis après on va bien le plaquer. Il existe des petits rouleaux pour enlever l'air, mais je m'en suis passé sans problème. Simplement il faut bien appuyer pour sortir les petites bulles d'air. Et puis bien recouvrir. Ne pas hésiter à en mettre une bonne couche après par-dessus. On peut déborder, de toute façon, tout le surplus ensuite sera poncé. Mais là, il faut y aller généreusement. Voilà. C'est ce que je suis en train de montrer, donc justement l'acétone. Pour que c'est une bonne accroche. Alors l'acétone, c'est pas un diluant pour peinture, c'est extrêmement puissant. Ça peut même décoller de la peinture. Réellement, ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu ridicule. Je vous le montre quand même, parce que bon, je n'y connaissais rien. Et comme je l'ai dit, j'ai trouvé très peu d'informations.
pour ce genre de petits trous, à partir du moment où il ne traverse pas la coque complètement, simplement du mastic aurait suffi. Là, quelque part, je suis un petit peu en train de m'entraîner. Donc la toile de verre, il vaut mieux quand même utiliser des gants et un masque, parce que les fils se détachent, et puis il faut surtout pas respirer ça. Il faut toujours faire des mélanges de petites quantités, genre pour réparer 2-3 trous d'un coup, puisque ça durcit quand même extrêmement vite. Donc une fois que c'est sec, le lendemain par exemple, on peut poncer pour enlever tout le surplus, tout ce qui dépasse, tous les petits fils qui dépassent de fibres de verre. Ce bateau était vraiment très abîmé. Limite, il était bon pour la déchetterie ou le cimetière bateau, je sais pas comment ça s'appelle, mais je l'ai pas payé cher, mais une fois qu'on l'a chez soi, qu'on se rend compte vraiment de tous les défauts, une fois qu'on l'a complètement retourné, je me suis rendu compte que je l'ai quand même payé trop cher. Faut pas, je l'ai payé grosso modo 200 €, c'est même trop cher pour ce que c'est. Tant qu'on est en train de parler de prix, vous verrez qu'il y a une remorque qui était fournie avec, ainsi qu'un moteur électrique. La batterie, je l'avais déjà. Donc là, la remorque, j'ai vraiment galéré, parce que c'est du bricolage. Et pour régler l'axe des roues, il n'y a quasiment pas de suspension. C'était un vrai cauchemar. C'est un vieux châssis. Je vous conseille plutôt de prendre un vrai châssis avec des vraies suspensions, parce que les dodanes là-dessus ça pardonne pas. Donc là maintenant on va passer au gel côte. Je crois que ça vaut le prix de l'or, c'est peut-être plus cher que l'or, je sais pas. Ce petit pot dû me coûter genre 15 €. Donc faire toute la coque au gel côte, ça aurait été trop cher, et c'est inutile, puisque ça sert surtout pour l'étanchéité. Donc pareil, c'est un bicomposant. Là je fais le mélange là. Et c'est simplement pour recouvrir les zones où il y a la fibre de verre. Voilà. Sur la coque polyester, s'il n'y a pas de trou, ça sert à rien de mettre du gel côte. Donc pareil, tout ce qui est bicomposant, si jamais la température est supérieure à 25 degrés, il n'y a pas intérêt à traîner, il faut y aller fissa. Donc pareil, ce pinceau sera foutu après sa première utilisation. Donc le gel côte, c'est un imperméabilisant. C'est fait exprès, c'est pour les bateaux. Voilà. Parce que la fibre de verre en elle-même n'est pas étanche. Donc l'eau s'infiltrerait. Donc ça, c'est très épais, il faut mettre une bonne couche. Alors j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage. C'était le seul qui avait du gel côte. J'en ai fait pas mal. Donc le mieux, le plus simple, c'est de prendre finalement sur internet. Parce que vous gagnerez énormément de temps et d'essence plutôt que d'aller fouiller dans les magasins.
Et au fait, j'ai oublié de vous dire, la première fois que j'ai mis ce bateau sur l'eau, le lendemain après de l'avoir acheté, je crois, pour tester, en fait, il prenait l'eau. Et il y a un système de bouchon, il y a une double coque, et de ce point de vue-là, ici, là, c'était pas du tout étanche, ça prenait la flotte. Peut-être que ça rentrait aussi par d'autres endroits, parce qu'il était plein de trous, en fait, ce bateau. Voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai une ponceuse manuelle, puisque la ponceuse électrique premier prix m'a lâché. Au bout de pas mal d'années de service d'ailleurs. Hein. Donc en plus, j'étais en train de faire mes volets en bois, de repeindre mes volets en même temps. Donc vu que c'est en triangle, là, ça rentre bien dans les angles. Donc c'est pas mal. Donc ça m'a servi pour le bateau et les volets. Donc là, le gel coat, ça se ponce aussi, hein, bien évidemment. Ça peut pas se peindre directement. Bien choisir son grain, hein. Ça c'est très important. S'il est trop fin, on galère, ça avance pas. S'il est trop dur, on annule complètement le travail qu'on a fait, parce que si je gratte trop fort, si j'enlève le gel coat, ça va servir à rien. Donc là, on va passer, tu vois, vous voyez là, je suis en train de passer l'acétone avant de passer la peinture. Très très important, bien dégraisser. Alors la peinture, oh là là, c'est toute une histoire cette affaire. Vu que je n'habite pas près de la mer, enfin, disons que j'habite à 2 heures, c'est pas quelque chose. Il est destiné surtout pour un plan d'eau douce. J'ai plein de plans d'eau autour de chez moi, j'en ai 3. Et donc la peinture, il vaut mieux de la peinture marine, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Donc ce que j'ai trouvé, moi, c'est des peintures monocomposants, donc mis en 2 couches, mais multi-supports. Donc, alors par contre, il faut pas prendre les premiers prix, hein. Surtout pas non plus de peinture à bois ou quoi que ce soit. Il faut de la peinture acrylique, donc qui se dilue avec du white spirit. Il vaut mieux des pots de 700 ml. Parce qu'avec un pot de 500 ml, j'arrivais pas vraiment à faire la deuxième couche convenablement. Donc il faut... l'idéal, c'est d'avoir une peinture qui a la première... la couche d'accroche inclus dedans. Donc 2 en 1. C'est ce que j'ai utilisé pour l'intérieur du bateau, sur le pont. Là, la coque, disons que ça, on va dire que c'est la première couche. Et ensuite, je mettrai une deuxième couche, d'ailleurs un peu plus foncée. J'ai fait quelques erreurs, donc c'est pour ça que je vous dis que ça peut vous servir. Parce que la peinture, ça coûte cher et il ne faut pas se louper. Parce que là, ça, c'est une peinture. Et après, moi, je terminerai par de la laque brillante effet miroir. Qui d'ailleurs sera un petit ton plus foncé que ce que vous êtes en train de voir actuellement. Il y en a qui mélangent de l'anti-rouille pour durcir la peinture. Donc là, on va attaquer le pont. Donc là, on voit que la fibre a eu pas mal de coups. Il y a des gros pets. Voilà, parce que celui qu'il avait avant, c'était un gros bourrin. Aucune délicatesse.
et il perçait comme ça n'importe comment, donc il a arraché des bouts. Voilà. Entre le moment où je l'ai vu la première fois et le moment où je suis venu le chercher, après réflexion, il était encore plus dégradé. Donc là j'ai passé donc la fibre de verre avec donc la résine, et puis je suis en train de poncer pour boucher tous les trous. Évidemment recto verso, logique. D'ailleurs on peut voir que de l'autre côté j'avais pas mis assez de résine. Alors, je continue de poncer. Comme je vous l'ai dit, ce sont que des extraits, hein, parce que si j'avais tout filmé, vu le boulot que j'ai abattu là-dessus, la vidéo durerait des heures et des heures. Voilà. Donc là, c'est l'endroit où on met, je sais plus, je connais pas les termes, si c'est une quille ou dérive. Je me demande si c'est pas une dérive. Et c'était cassé, donc tout ça c'est résiné. Il y a des trous partout encore. Donc on nettoie toujours. Cette vidéo c'est ça, hein, c'est on applique du produit, on ponce, on nettoie, on peint. Ça va être que ça. Hein. À la fin, il y aura la phase de test, hein, puis j'arrêterai de parler. Je vous laisserai apprécier le moment. Et donc après nettoyage, là on va passer maintenant au mastic. Donc le mastic, faut pas le prendre n'importe où. Si vous le prenez dans un magasin qui n'a pas de clim, où il y a la température est montée trop haut, par exemple quand il y a un toit en tôle, vous ouvrez la boîte et c'est dur. Donc vous la ramenez au magasin, vous en ouvrez un autre, c'est dur, etc. Donc ouais. Magasin de bricolage. Donc un mastic polyester pour bateau, hein, on le voit bien. Hein. Je le mets en évidence pour que vous puissiez le voir. C'est vraiment fait exprès. Hein. Ça peut servir pour la coque comme pour le pont. Et je montre un petit signe pour dire que une fois qu'on a mélangé les deux composants, il faut y aller. Il ne faut pas traîner. Il devait faire à peu près 25 degrés. J'ai tout fait en extérieur. Donc là on applique, bon on peut utiliser, là c'est une lame de couteau, peut-être pas l'idéal. Hein. Et on rebouche. On peut y aller généreusement, de toute façon après on va poncer le surplus. Donc là on voit bien tous les trous ont été percés tout autour du coffre. Si on regarde la dérive, vous verrez qu'il y a aussi des trous ici. Donc j'ai bouché des dizaines de trous qui ont été faits par des vis. Voilà, pareil, intérieur, extérieur. Sur les côtés, visiblement il y avait des trous. Peut-être qu'il y avait une espèce de... tout autour du bateau, peut-être, je sais pas, du bois qui était fixé. En tout cas, j'ai bouché les défauts ainsi que les trous. Il a pas mal ramassé sur les côtés. Hein. Il y a des éclats de coques qui sont partis. Il y a eu des trous tout le tour. Donc j'ai mastiqué tout le tour.
Là j'ai rattrapé un creux qui devait bien faire un bon centimètre de profondeur sur 3 cm de large. Voilà, on arrête si on passe la main et qu'on ne sent aucune accroche, c'est que c'est bon. Donc là pareil, j'ai mastiqué l'intérieur de l'emplacement pour mettre la dérive. J'espère que c'est le bon terme parce que sinon je vais me faire incendier. Et on ponce encore et toujours. Donc il faut vraiment porter un masque parce que ça en fait de la poussière. Donc là on va passer à la peinture intérieure. Excellente peinture. Je l'ai payé assez cher. Quasiment 20 € le pot de 500 ml. Avec la couche d'accroche intégrée. J'ai juste nettoyé la coque, bien dégraissée à l'acétone, et j'ai mis cette peinture directement. En 2 couches, en 2 fois. Avant de mettre la deuxième couche, il faut bien attendre 24 heures. Il faut bien attendre que la première couche soit sec. De toute façon, c'est marqué sur les pots. Je crois que c'était la marque 3V3 Direct. Un truc comme ça. Donc on est, au point de vue de la couleur, on est sur une couleur sable. Je crois que la couleur d'origine s'appelle couleur chamois. Oh, il a plus de 30 ans, facilement, ce bateau. Ce dériveur. Moi je l'avais acheté sans le mât, sans les voiles. D'ailleurs, ça fait un peu mal au cœur aux zéphistes. C'est un petit peu comme les alphistes. il y a des fans de ce modèle-là, en fait. Il y a des groupes Facebook, etc. Donc ça leur fait un petit peu mal au cœur de voir un dériveur sur de l'eau douce transformé en barque. Je les comprends. Après, bon, moi, je l'ai acheté comme ça, et puis j'habite pas près de la mer. En tout cas, ce petit bateau avait bien besoin qu'on s'occupe de lui. Parce que le pauvre, il était dans un état de mort cérébrale. Donc là, on a la planche qui va refermer le coffre. Absolument refermer ce coffre, parce que quand le vent se met dedans, je peux vous dire que votre coffre devient une voile et vous maîtrisez plus du tout votre bateau. Donc j'ai commencé par de la lasure
Et puis ensuite, je passe à un vernis brillant, en plusieurs couches. Donc c'est moi qui ai fait toutes les découpes, les petits arrondis, poncés et tout. Il faut y aller généreusement. Parce qu'une fois qu'il sera fixé, je vais pas le repeindre tous les 4 matins. Donc il y a au moins 3 ou 4 couches de vernis. Autant pour la peinture, j'ai pas pris de bicomposant parce que il n'est pas destiné à aller sur de l'eau salée. Autant pour le vernis, j'ai mis ce qu'il fallait. Donc là, c'est des rames. Alors les rames, toute une histoire. Je les ai pris sur un site pêcheur.com que je vous déconseille. Dans la phase de test, je ne me servirai pas des rames finalement parce que j'avais commandé 2 dames de nage et ils se sont trompés sur la dimension de l'une d'entre elles. Donc je l'ai renvoyé et je n'ai pas pu m'en servir pour la vidéo finale. Je leur ai demandé si leur préparateur commande était Cotorep, ils m'ont pas répondu à la question. Donc là, je vais percer. C'est le seul moment où je perce la coque. C'est pour passer les câbles du panneau solaire. Donc les panneaux solaires, c'est aussi un petit peu le but de cette vidéo. Donc sinon, lui, il a été fixé par des ventouses, des ventouses de cuisine, qui servent à accrocher les torchons. Donc ces ventouses me permettent de fixer le panneau sans avoir besoin de mettre du double face, ce qui aurait arraché la peinture si j'avais besoin de les enlever. Donc toujours faire des repères, évidemment. On est sur du courant continu, donc le plus et le moins, ça a une importance. Donc je mettrai la description, le lien pour ce panneau solaire qui fait 30 watts, 12 volts, 30 watts. Et les raccords se font par le dessus. Surtout pas prendre un petit panneau solaire 5 volts avec des raccords en dessous, ce qui est complètement ridicule et qui sert essentiellement à recharger les téléphones portables. Là je vais alimenter une batterie. Donc là, je perce maintenant pour pouvoir passer les câbles. Je fixe un petit régulateur. Bon, c'est celui qu'on trouve entre 10 et 15 euros. Je mettrai aussi le lien Amazon. Très 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 bien. Rien à dire. Donc, le fameux emplacement pour les dames de nage. Support de rame. Alors là, j'ai les vis qu'on voit au-dessus étaient soudées. Donc là, je suis obligé de couper la tige filetée. Quelle idée de souder ces vis. Enfin, mais vraiment, on comprend pas toujours ce qui se passe dans la tête des gens en fait. Voilà. Et puis après, donc j'ai réussi à refaire le filetage. Et puis à fixer des boulons sur la tige filetée. Tout est récupération, tout est système D pour un minimum de dépenses. Réutilisation des vis inox. Voilà. Inox ou galvanisé, je sais plus, les deux font l'affaire. Il n'est pas prêt de bouger ce banc, je vous le dis. Donc j'ai opté pour une ouverture vers le bas. Voilà, pour pouvoir enlever, si j'ai besoin de l'enlever. Parce que là, elle est bien fixée, la batterie, avec de la mousse polyuréthane. Mais pour pouvoir l'enlever, si j'ai besoin,
ben, il vaut mieux ouvrir donc la petite porte donc en l'abaissant. Sinon j'aurais pas pu sortir la batterie. Bon, je sais pas si je me suis bien expliqué. Donc là je passe les câbles à travers et puis je fais les raccordements donc au régulateur de tension avec un système d'aimant sur le dessus. Pas très fort, mais en tout cas même après avoir fait 30 km ça bouge pas. La porte ne s'est pas ouverte même avec les à-coups, les nids de poules, les dos d'âne, ça ne s'ouvre pas. Et puis surtout, là, il a fallu que je le décale sur le côté parce que sinon, ça aurait tapé dessus. Voilà. Donc après les raccords, bon, bah, c'est facile. Hein. Vous raccordez le panneau solaire sur le plus et le moins du régulateur, et ensuite le plus et le moins de la batterie. Les deux autres vis tout à droite, vous y touchez pas, puisque le moteur électrique lui est raccordé directement sur la batterie. Donc là, gros plan sur le petit panneau, 12 volts, 30 watts. Donc là on va passer aux petites soudure éteint pour les contacteurs MC4. Contacteur MC4 spécial panneau solaire, hein, pour que ça soit parfaitement étanche. Sinon, j'ai fait mes raccords avec du fil électrique rigide. J'aurais dû prendre du souple. Grosse erreur de prendre du rigide. Donc là, ils sont raccordés. On a le moteur. Voilà. Je le laisse fixer. Baisser, mais fixer pour le transport. Donc là, j'ai changé de caméra, hein. Du coup, l'image est peut-être un petit peu moins bonne. On a un effet œil de poisson. C'est pour vous montrer le résultat final. Voilà. Donc là, de toute façon, la batterie était déjà quasiment pleine, mais elle continue de se charger. Ah oui, très important, l'encre, le gilet de sauvetage, très très important. Un système d'éclairage aussi. Donc la mise à l'eau. Donc là, les rames m'auraient été bien utiles parce qu'il y a pas mal d'algues, d'herbes sous l'eau. Donc il faut avancer un petit peu avant de pouvoir descendre l'hélice du moteur. Voilà, je ne vais pas vous dire où je suis évidemment, mais c'est pas loin de chez moi. J'ai la chance d'avoir des lacs comme ça juste à côté. Donc là, je branche le moteur, je fais une petite marche arrière pour prendre un petit peu de distance. Donc 3 vitesses arrière et 5 vitesses de marche avant. Alors il existe plusieurs moteurs, hein. Le plus connu c'est Minn Kota, c'est ce qu'on voit dans tous les magasins de pêche, 55 livres. Moi, ce moteur était livré avec, c'était un 30 livres. Donc il prend 30 ampères. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais ça me suffit. Je suis pas très chargé. Donc il existe aussi d'autres marques, Rhino, etc. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, les moteurs électriques américains sont quand même reconnus pour leur fiabilité. Alors, j'ai pas mesuré la vitesse, mais bon, comme je vous l'ai dit, moi, ça me suffit. Ça me suffit. Et ce que je veux, si un pêcheur, lui,
Si vous voulez, avec une batterie comme la mienne, qui est une batterie à décharge lente, que j'avais déjà, qui fait 100 ampères-heure, sachant qu'on peut pas, là je kiffe vraiment ce moment, c'est un vrai plaisir. Et donc avec la batterie, si vous voulez, 100 mAh, avec un moteur qui consomme 30 ampères, eh bien j'aurai pas une autonomie de 3 heures comme on pourrait le penser, mais plutôt 2 heures, parce que la batterie, je veux pas descendre, si vous voulez, à plus de 60%, je vais garder 40% pour sa longévité, pour qu'elle puisse avoir un nombre de cycles important. Un pêcheur, lui, il peut prendre du 55 livres, c'est pas un problème, parce que lui, il ne se sert du moteur que pour aller à son poste et pour revenir. Alors que là, c'est de la balade que je veux faire, donc il me faut un moteur qui consomme peu, une grosse batterie, et qu'en plus, je puisse la recharger pendant justement le temps de cette balade. Donc mon but, c'est de pouvoir naviguer grâce à ce panneau solaire toute la journée avec une seule batterie. Donc plus grand, il aurait pris trop de place, plus petit, il n'aurait pas été assez puissant. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des questions, j'y répondrai. Si jamais la réponse est dans la vidéo, dans mes explications, ne vous attendez pas à ce que je sois très patient avec vous. Regardez cette vidéo et posez vos questions après. Ne faites pas, s'il vous plaît, d'avance rapide, c'est tout ce que je vous demanderai. Pas d'avance rapide. Voilà. Allez, à plus tard. Bye.